Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort de venir malgré les problématiques de transport et bienvenue à ceux qui sont en audio. On tâchera de pouvoir vous rendre cet exercice le plus fluide possible. Je vous en prie, installez-vous, le point presse commence. Je suis ravie donc de vous retrouver à ce nouveau point presse et au programme de cette semaine, nous commencerons avec les actualités du ministère des Armées. Nous poursuivrons ensuite avec le focus thématique qui sera consacré à l'adaptation du ministère des Armées aux conséquences du dérèglement climatique. La directrice des territoires, de l'immobilier et de l'environnement du secrétariat général pour l'administration, également haut fonctionnaire au développement durable, Sylviane Bourguet, présentera les engagements du ministère en faveur d'une défense durable. Et l'ingénieur général de deuxième classe, Sylvain Hilléré, chef de la division infrastructure et énergie opérationnelle de l'état-major des armées, détaillera les enjeux opérationnels induits par le changement climatique. Enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Je débute les actualités avec un sujet mémoire. De septembre à décembre, les 4 hauts lieux de la mémoire nationale d'Île-de-France consacrent un cycle à l'engagement des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, nommé Femmes en guerre. Ils font partie des 10 hauts lieux de la mémoire nationale qui sont placés sous la responsabilité du ministère des Armées. Ces sites perpétuent la mémoire des conflits contemporains. Rencontres, projections et expositions sont proposées jusqu'à la fin de l'année. Par exemple, au Mémorial des martyrs de la déportation à Paris, l'exposition intitulée « Engagées » rend hommage aux femmes qui constituèrent un réseau solide de la résistance. Une seconde exposition « Femmes en déportation Ravensbrück » retrace le vécu des femmes en détention et en déportation. Pour plus d'informations sur ce site, je vous encourage à vous renseigner auprès du secrétaire général pour l'administration. Je poursuis avec une annonce d'ordre capacitaire. Lundi, la Direction générale de l'armement a qualifié, c'est-à-dire que les essais ont été concluants, un nouvel équipement de pointe. Il s'agit de la première charge utile de renseignement d'origine électromagnétique intégrée dans le véhicule blindé léger Serval. Ce système permet d'identifier et d'analyser des équipements de communication adverses, comme les radios, dans le but d'obtenir du renseignement. Il est conçu pour s'adapter à tous les théâtres d'opération terrestres, navals et aériens. C'est une première étape vers une capacité opérationnelle complète appelée Serval GE pour guerre électronique. Les premiers véhicules équipés seront livrés dès la fin de l'année 2025 au 54e régiment de transmission, un régiment d'appui électronique de l'armée de terre. Les Serval GE seront testés lors de l'exercice Small Joint Operation 25 prévu en fin d'année. À terme, ce système équipera aussi les navires de la Marine nationale et les avions de patrouille maritime Atlantique 2 et servira à protéger les bases aériennes. Du côté des opérations, l'armée de terre participera à l'exercice interallié TREC 25 du 22 au 26 septembre. Le 3e RIMA mènera un exercice en terrain libre dans le Morbihan afin d'entraîner les marsouins à combattre sur des terrains divers au milieu de la population dans un contexte de haute intensité. Une phase se déroulera à terre, une autre en mer avec l'opération amphibie Zodiac et une 3e concernera le franchissement tactique de la rivière Oust. 600 soldats et plus de 150 véhicules seront engagés. Ces soldats appartiennent à la 785e compagnie de guerre électronique, au 1er RIMA, au 11e RAMA et au 6e régiment du génie. L'exercice interallié intégrera également des officiers belges. TREC 25 pour victoire en breton permet de tester de nouvelles capacités de combat comme l'hybridation des réseaux de communication, les drones d'attaque et de reconnaissance ou encore des moyens de guerre électronique. Enfin, cet exercice permet de renforcer le lien entre les armées et la population et de perpétuer des traditions, le 3e RIMA étant très ancré dans cette région. Dans l'Est, l'exercice interallié Dogfighter 25 mobilisera également l'armée de terre du 1er au 9 octobre. Cet exercice organisé par le 132e régiment d'infanterie cynotechnique mobilisera, et c'est une première, près de 500 militaires et 50 chiens issus de divers régiments et pays partenaires. Cette séquence sera ponctuée de moments forts comme la cérémonie d'ouverture en présence des autorités,
des démonstrations et des manœuvres de combat en zone urbaine à 6 zones. Des binômes hommes-chiens interviendront sur des détections d'explosifs et des neutralisations humaines. L'objectif est de renforcer la préparation opérationnelle et l'interopérabilité entre régiments et nations alliées. Je continue avec la Marine nationale qui participe à 2 exercices de mise en œuvre de drones du 8 au 25 septembre. Le premier est l'exercice annuel REPMUS, lancé en 2010 à l'initiative du Portugal. Son objectif principal est l'entraînement et la mise en œuvre de drones sous-marins de surface et aériens. Le second, Dynamic Messenger, sous commandement de l'OTAN, permettra de développer l'intégration des drones à une opération de guerre des mines. Il prendra en compte divers aspects, les interférences, la coactivité ou encore le partage d'informations. L'ambition de cette édition 2025 est d'intégrer dans les scénarios pour la première fois une dimension de lutte sous la mer. Cette année, la participation française est assurée par le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Seine, la frégate de type Lafayette Courbet et le groupe de plongeurs démineurs de la Méditerranée avec son bâtiment base Achéron. Ces exercices d'envergure regroupent 32 nations, des industriels et des chercheurs. Les drones sont au cœur des enjeux de la marine de demain pour répondre à l'évolution des menaces, notamment en matière de guerre des mines. Et ils peuvent détecter et identifier des mines posées à des très petits fonds, discrètes, enfouies ou dissimulées. Un autre exercice baptisé Morse School se déroulera sur la façade atlantique du 15 au 19 septembre. La division entraînement de la Force d'action navale de Brest organise l'exercice pluriannuel Morse School en mer d'Iroise. L'objectif de cet entraînement est d'entretenir les savoir-faire et de maintenir la pleine capacité opérationnelle des unités brestoises au nombre de 10 pour cette édition. Morse School permet aux équipages de s'entraîner en force constituée en mutualisant les compétences des unités participantes. Les 10 bâtiments de la Force d'action navale mèneront conjointement plusieurs exercices. Les équipages seront confrontés à des situations auxquelles ils devront faire face en conditions opérationnelles, incendie, voie d'eau, entraînement au tir, présentation au ravitaillement et au remarquage, évolution en mer. Je poursuis avec la formation des pilotes de chasse de l'école de l'aviation embarquée. Du 18 au 30 septembre, le porte-avions Charles de Gaulle sera déployé en Méditerranée pour conduire la campagne de formation de l'école de l'aviation embarquée. Il s'agit de la dernière étape de la formation des pilotes de chasse de la Marine nationale. Pour l'occasion, 10 rafales marines et des équipes du groupe aérien embarqué seront mobilisées. L'objectif est de qualifier 9 nouveaux pilotes à l'appontage de jour comme de nuit. L'appontage, c'est la manœuvre qui consiste à poser un avion de combat sur le pont d'un porte-avions en mouvement. Pour vous donner un aperçu du défi que représente cette manœuvre, apponter sur le Charles de Gaulle revient à poser un aéronef de 15 tonnes volant à 250 km/h sur une zone de la taille d'un terrain de tennis. Le tout soumis au mouvement de la plateforme induit par l'état de la mer, et quelles que soient les conditions météo, et cela de jour comme de nuit. Il s'agit d'une formation donc très exigeante, mais absolument essentielle. Elle permet de garantir la pérennité de ce savoir-faire unique et de maintenir la capacité de projection de puissance de la France depuis la mer. Les aviateurs marins du ciel seront évalués par des officiers d'appontage, eux-mêmes pilotes chevronnés. Il reviendra au commandant du porte-avions de décider d'attribuer ou non la qualification du pilote. Chaque pilote devra réussir 6 appontages de jour et 6 appontages de nuit pour franchir cette étape décisive. Nous souhaitons bon courage à ces futurs pilotes embarqués. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, plusieurs bases aériennes ouvriront leurs portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Les 20 et 21 septembre, les bases aériennes d'Évreux, de Salon-de-Provence, d'Avord, de Cognac ou encore d'Istres ouvriront ainsi leurs portes au public. Lors de ces journées, les visiteurs pourront accéder à des expositions temporaires, profiter de visites commentées ou encore découvrir les aéronefs historiques de l'armée de l'air et de l'espace. Accéder aux coulisses de ces bases aériennes est l'occasion de plonger dans l'histoire et d'aller à la rencontre de ces aviateurs et aviatrices. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPA Air et Espace.
Aussi, sur la base aérienne d'Avord, la 9e édition de la 3V pour Vélo Volonté Victoire se déroulera les 26 et 27 septembre. La 3V est un événement familial, sportif et caritatif. Il consiste à rassembler un maximum de cyclistes de tous nos niveaux, valides et en situation de handicap, sur un même parcours pendant 24 heures. L'objectif est de parcourir le maximum de kilomètres en individuel ou par équipe. Les efforts des participants permettent de récolter des dons reversés aux associations de soutien aux blessés de nos armées. En 2024, plus de 40 000 € ont ainsi pu être récoltés. Cette manifestation placée sous le patronage du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace mêle cohésion, dépassement de soi et solidarité. C'est aussi l'occasion de valoriser le personnel et les missions de la base aérienne à travers des animations ainsi qu'un défilé aérien. Je poursuis avec la cérémonie de baptême de l'école de santé des armées de Lyon-Bron. La traditionnelle cérémonie annuelle du baptême de promotion de l'école de santé des armées est un événement symbolique dans la carrière des jeunes élèves médecins et pharmaciens militaires. Une cérémonie militaire réunissant plus d'une centaine d'élèves marquera leur passage en 2e année après leur réussite au concours. Elle sera présidée par le directeur central du service de santé des armées. Au cours de cette cérémonie, la promotion recevra le nom de baptême ainsi que son fanion. Pour plus d'informations, je vous encourage à vous rapprocher du service de santé des armées. Également, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la 8e édition du Salon du livre de l'armée de terre se tiendra ce week-end à l'Hôtel national des Invalides. Plus de 60 auteurs seront heureux d'échanger avec le public et de dédicacer leurs ouvrages, parmi lesquels biographies, récits, bandes dessinées, essais et romans. Les lauréats des années passées seront également présents. En lien avec le Salon du livre et comme mentionné au point presse de la semaine dernière, la remise du prix littéraire de l'armée de terre Erwan Bergot se déroulera ce soir à 18h30 au Palais de la Légion d'honneur. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du Cerpataire. Je conclus ces actualités avec la sortie du prochain JDEF intitulé « Le combat du futur de l'armée de terre ». Au gré des évolutions du champ de bataille, l'innovation s'impose comme une nécessité pour les armées. Innover, c'est garantir l'efficacité opérationnelle, la réactivité et la résilience des armées. Qu'il s'agisse d'intégrer de nouvelles technologies, de repenser son organisation, d'adapter ses doctrines d'emploi, l'armée de terre s'est engagée depuis plusieurs années dans une transformation profonde avec un objectif, se préparer au conflit de demain. Cet épisode du JDEF sera diffusé le 21 septembre, dimanche donc, à 17h30 sur la chaîne parlementaire. Il sera également rediffusé. Je vous propose de regarder maintenant un extrait. Alors que le champ de bataille évolue à grande vitesse, l'innovation n'est plus une option, c'est une nécessité. Intégrer des nouvelles technologies, repenser son organisation, adapter ses doctrines d'emploi. L'armée de terre s'est engagée depuis plusieurs années dans une transformation profonde pour se préparer au conflit de demain. Le combat du futur de l'armée de terre, c'est dans le journal de la Défense, dimanche à 17h30. Donc rendez-vous dimanche. Ceci conclut les actualités du ministère. Avant de passer au focus, avez-vous éventuellement des questions ? Donc je passe maintenant au focus. La Semaine européenne du développement durable nous donne l'occasion d'aborder les enjeux climatiques, comment ils sont pris en compte au sein du ministère des Armées, et de comprendre l'engagement du ministère en faveur d'une défense durable. La stratégie défense durable adoptée en 2016 et réactualisée en 2024 illustre la pleine implication du ministère des Armées dans les efforts nationaux de transition écologique. Elle illustre comment cette transition est devenue un atout pour ses propres missions de défense. Cette stratégie est ambitieuse, elle vise à améliorer et adapter les équipements et l'immobilier en anticipant les conséquences du changement climatique sur les missions du ministère. Elle vise également à agir en faveur du développement durable pour améliorer son autonomie et sa résilience et à répondre aux nécessités d'atténuer son impact sur son environnement pour le préserver. Cette stratégie est mise en œuvre depuis 1 an. Plusieurs initiatives récemment lancées vous seront présentées par Sylviane Bourguet. Les conséquences du dérèglement climatique posent également de nombreux défis aux armées qui les intègrent dans leur mission au quotidien.
À cet égard, l'ingénieur général Sylvain Hilleret abordera l'impact du dérèglement climatique sur les conditions d'exercice des missions et les capacités des forces armées. La prise en compte de ces enjeux est indispensable pour la réussite des missions des armées. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole à Sylviane Bourguet et à l'ingénieur général Sylvain Hilleret. Je vous en prie. Merci Madame la déléguée. Bonjour à tous Mesdames et Messieurs. Donc c'est avec plaisir que je me retrouve aujourd'hui devant vous, un an après l'approbation de la stratégie ministérielle défense durable. Pour mémoire, lors de l'approbation de notre nouvelle stratégie, il ne s'agissait pas simplement d'une actualisation, mais bien d'un renouveau de l'organisation du ministère en la matière et de son approche stratégique. Les actions menées en faveur de la transition écologique et du développement durable devant désormais contribuer pleinement à la soutenabilité de l'outil de défense. Cette stratégie a donné un nouveau cap à suivre, a permis de renforcer la mobilisation et l'engagement de tous, et les enjeux sont multiples au regard de l'importance du ministère. Premier acheteur public, deuxième employeur public, un usage de 275 000 hectares de foncier, dont 80% ont un intérêt important en matière de biodiversité, 10,8 TWh d'énergie consommée chaque année, ce qui représente 0,8% de la consommation nationale, ou 154 000 tonnes de déchets produites. Et les actions réalisées depuis l'approbation sont nombreuses. À date, ce sont 815 officiers généraux et cadres supérieurs civils du ministère qui ont été formés à la transition écologique. Un plan de déploiement à l'ensemble des militaires et personnels civils est en cours, avec le développement d'un MOOC, dont les modules sont en cours de finalisation et qui sera bientôt accessible à tous. La structuration et la coopération au niveau national ont été étendues à plusieurs bases de défense volontaires qui se sont dotées de plans d'action. Au niveau national, ce sont également des partenariats avec des organismes experts qui ont été renouvelés ou initiés pour prendre en compte de nouveaux enjeux. Je pense notamment à notre partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle pour la préservation de la biodiversité ou à notre nouveau partenariat avec le Bureau de recherche géologique et minière qui nous apporte désormais son expertise sur l'identification des sites et sols pollués. 50 emprises pour près de 100 000 hectares d'espaces naturels font aussi désormais l'objet d'un suivi écologique, ce qui représente près d'un tiers des surfaces du ministère. Le ministère s'est également donné des axes de travail pour améliorer sa connaissance et son organisation en matière de prévention des risques, pollution et nuisances, au-delà du respect des normes qu'il applique déjà. Une nouvelle stratégie ministérielle de transition énergétique pour les infrastructures et les mobilités du quotidien a été approuvée cet été. En matière de mobilité de quotidien, cette année, ce seront 250 véhicules de la gamme commerciale à faible émission qui ont été acquis. En matière de transition énergétique et de décarbonation de nos infrastructures, 2 contrats de performance énergétique ont été engagés depuis fin 2024 sur les sites de Caen-Juers et de Pau, permettant des économies d'énergie de plus de 40%. Et un nouveau le sera d'ici la fin de l'année pour le camp de Suippes. Le ministère a également lancé une procédure de contractualisation pour se doter d'un nouveau contrat, un contrat atypique de Power Purchase Agreement, couplant mise à disposition de foncier et d'achat d'énergie renouvelable, qui devrait aboutir début 2026. Concernant les achats durables, près de 70% des marchés comprennent désormais des clauses environnementales. La mise en œuvre de la loi Egalim s'est également poursuivie afin d'approvisionner les messes en produits issus d'une agriculture durable. Enfin, 76 projets ont été accompagnés au titre du nouveau fonds d'intervention pour la transition écologique en 2 ans, avec des exemples aussi divers que celui d'un enrobé végétal pour une place d'armes, le recyclage et la transformation de bouteilles en plastique par imprimante 3D, l'installation d'un conteneur bassin pour l'entraînement de plongeurs démineurs aux techniques d'intervention en milieu pollué, ou la détection de fuites par méthode non intrusive. Mais je ne peux être exhaustive tant les exemples sont nombreux et voudrais terminer mon propos en vous parlant quelques instants de la Semaine européenne du développement durable, événement important pour valoriser l'action et l'engagement de nos militaires et agents civils et qui commence pour le ministère aujourd'hui. Cette année, nous avons retenu le thème « Maîtriser notre empreinte pour mieux anticiper ». Près de 100 événements vont être organisés sur l'ensemble du territoire national. Ateliers de sensibilisation, démarches participatives, conférences, quiz, concours photo et d'éloquence et renouvellement du partenariat avec la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, inauguration demain d'une centrale solaire.
Et je laisse sans plus attendre la parole au général Hilleret qui va vous présenter les actions concrètes menées dans les domaines de la stratégie et de l'intervention militaire. Mesdames, Messieurs, je suis l'ingénieur général Sylvain Hilleret, je commande la division infrastructure et énergie opérationnelle dont j'ai pris la tête il y a quelques jours à peine. Cette division, très rapidement, a pour mission principale 1. D'assurer la cohérence de la programmation physico-financière avec les besoins infrastructures opérationnelles des armées. 2. D'assurer l'accès des armées à l'énergie dont elles ont besoin pour mener leurs opérations actuelles et futures, et ce, quel que soit le niveau de conflictualité rencontré. Et enfin, et c'est ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, elle a pour mission de s'assurer de la prise en compte par les armées de toutes les interactions opérationnelles avec l'environnement. J'entends par là le changement climatique, la transition énergétique et l'ensemble des enjeux écologiques. L'impact du changement climatique sur les engagements opérationnels des armées est une réalité d'aujourd'hui. Il le sera davantage encore demain. C'est pourquoi, depuis la diffusion de la stratégie climat et défense de 2022, la prise en compte du changement climatique dans les opérations actuelles et futures est également devenue une réalité pour les armées. Le changement climatique est aujourd'hui considéré par le haut commandement comme un facteur de chaos. Il figure d'ailleurs parmi les 4 paramètres structurants de notre environnement stratégique, aux côtés du retour à l'usage de la force, du rejet du modèle occidental et de la guerre informationnelle. Facteur de chaos, facteur de déstabilisation, car les dégradations de long terme dont il est porteur peuvent déstabiliser au niveau sécuritaire certains territoires en affectant les conditions de subsistance des populations. Je pense ici à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche. On sait par exemple que les dynamiques conflictuelles entre éleveurs et agriculteurs au Sahel, ou bien encore l'essor des groupes criminels ou terroristes en Somalie, peuvent être exacerbées par le changement climatique, bien qu'elle découle évidemment de multiples autres facteurs. On constate également l'intensification d'événements climatiques extrêmes, des catastrophes pas forcément plus nombreuses, mais certainement plus intenses. Orages violents, tempêtes, sécheresses, incendies contribuent de manière indiscutable à l'augmentation de la fréquence d'intervention des forces armées. Déploiement cet été dans les incendies de l'Aude, automne 2024 lors des inondations dans les Pyrénées et bien entendu intervention dans la durée suite au ravage du cyclone Chido à Mayotte. Sur le plan opérationnel, les évolutions climatiques des théâtres, nationales et internationales, peuvent nous causer des difficultés si nous n'y prenons pas garde. D'où la nécessité de nous adapter aux conditions changeantes de notre environnement. Cette capacité est profondément inscrite dans l'ADN des armées. Ainsi, il nous faut adapter nos équipements de combat, nos infrastructures, voire la façon dont nous réalisons nos missions. Cet impératif d'adaptation est l'un des 4 piliers de la stratégie climat et défense. Les 3 autres sont l'anticipation, l'atténuation et la coopération. Je vais maintenant revenir sur cette stratégie et afin de vous brosser un panorama des actions entreprises depuis son adoption en 2022. Anticipation d'abord. Il s'agit ici de bien maîtriser la réalité des phénomènes de changement climatique, de diffuser cette connaissance à l'ensemble des acteurs du domaine stratégique et opérationnel pour enfin l'intégrer à la prise de décision opérationnelle. La météorologie et les climats des zones d'opération font depuis fort longtemps partie des paramètres pris en compte par les chefs militaires. Mais nous sommes maintenant passés à la vitesse supérieure. Sur la formation, le ministère dispose d'une fresque climat-défense sur le modèle de la fresque du climat développée par Cédric Ringenbach en 2018. Plus de 600 personnes ont été sensibilisées depuis 2 ans en s'appuyant sur ce serious game de 2 heures. Objectif : balayer les impacts sécuritaires et opérationnels du changement climatique et les solutions envisagées pour y faire face.
Sur l'identification des défis sécuritaires, opérationnels ou logistiques liés au changement climatique, je citerai l'étude sur l'Arctique. En partant d'un constat réaliste et scientifiquement documenté de l'accélération de la fonte des glaces, qui stimule l'appétit des puissances de la région, cette étude a conduit à l'élaboration de la stratégie de défense pour l'Arctique. Stratégie présentée lors du point de presse du 10 juillet dernier. Adaptation maintenant. C'est aujourd'hui le principal axe d'effort de la stratégie. Parce que notre premier système d'armes est l'homme, le ministère a d'abord entrepris un effort considérable en matière de tenue de combat de nos forces. Revisionner la tenue de capitaine que j'étais dans les années 2000, vous en serez convaincus. Tenue adaptée au milieu désertique, tenue adaptée au grand froid, tenue adaptée au milieu chaud et humide. La liste des innovations intégrées à nos tenues de combat est longue et elle augmente, sans aucun doute possible, la capacité à combattre et à vaincre de ces hommes et femmes engagés sur toutes les latitudes de la planète. Autre exemple, plus orienté sur le long terme celui-là. Les études technico-opérationnelles menées pour analyser les conséquences de variations anticipées de certains paramètres climatiques sur les capacités de nos plateformes de combat, hélicoptères, avions, bâtiments de surface, sous-marins. L'objectif est d'anticiper ces impacts pour adapter le développement des prochaines générations de matériel opérationnel. Nous étudions par exemple comment des scénarios d'augmentation de la température atmosphérique modifieront sensiblement la portance de l'air et donc les capacités d'emport et d'élongation de nos hélicoptères. Dans les airs donc, mais aussi sous mer. Une étude technico-opérationnelle sur le domaine maritime est en cours pour cartographier l'évolution de certaines variables océanographiques, température encore, mais également salinité, et pour mesurer leur impact sur les performances de nos bâtiments, avec une attention particulière pour les radars et les sonars de ces bâtiments. Citons enfin les travaux lancés sur la résilience des infrastructures. En effet, c'est un sujet majeur, car nos installations doivent supporter des chocs climatiques toujours plus extrêmes et pourtant rester opérationnelles en tout temps, tout lieu, toutes circonstances. À cet égard, le SID, le Service Infrastructure de la Défense, a mené une expérimentation visant à évaluer l'exposition et la vulnérabilité à différents aléas climatiques. Cette expérimentation portait sur quelques emprises, en métropole et en outre-mer. Les adaptations préconisées pour les zones à cyclone ont par exemple été incluses dans les travaux de reconstruction de nos emprises à Mayotte. Pour tous ces domaines d'adaptation, l'enjeu est maintenant le passage à l'échelle. Chaque armée s'est donc lancée dans l'élaboration de sa feuille de route d'adaptation au changement climatique, sa FRAC. Une version publique de ces FRAC sera publiée en 2026. Atténuation. Je parle ici de l'atténuation de notre impact sur le changement climatique. Cet effort d'atténuation, les Français l'attendent aussi des armées. Elles se sont donc engagées depuis maintenant plusieurs années sur des trajectoires d'atténuation en déployant les différentes stratégies que Mme Sylviane Bourguet mentionnait à l'instant. L'ambition est bien sûr de réduire nos émissions dans nos casernes, nos bases aériennes et navales, mais aussi en opération. Pour cela, nous empruntons différentes voies: isolation du bâti, mesures de sobriété énergétique, exploration du potentiel des carburants durables ou alternatifs, électrification de certains véhicules pour les déplacements du quotidien. Coopération enfin, car on ne gagne jamais en jouant tout seul. Nous travaillons avec des acteurs français de l'enseignement et de la recherche, l'ISAE, l'ONERA, avec des entreprises, comme par exemple EDF, confrontées à des enjeux approchants, pour faire des études, partager des bonnes pratiques. Que ce soit au sein de l'Union européenne ou au sein de l'OTAN, la France, à travers l'action de ses armées, se situe à l'avant-garde de la prise en compte des enjeux climatiques. Le ministère s'est par exemple doté de sa stratégie climat et défense avant même l'adoption de la boussole stratégique par les États de l'Union européenne. La fresque climat et défense, dont je parlais il y a quelques minutes, a été traduite en plusieurs langues
Elle est maintenant en cours de déploiement au Collège européen de défense, mais aussi au sein de l'OTAN. Avec l'Alliance, par ailleurs, nous collaborons aussi dans le cadre du Centre d'excellence de l'OTAN, climat et sécurité, basé à Montréal. Il est ici intéressant de noter que 2 officiers français, dont le chef d'état-major de ce centre d'excellence, y exercent leur expertise. Pour conclure, je me permettrai de reprendre les mots de l'amiral Vandier, alors major général des armées. L'ampleur et la vitesse du changement climatique nécessiteront un fort investissement de toutes les chaînes de commandement pour relever le défi d'une adaptation à marche forcée. Soyez assurés que c'est bien l'approche que nous, militaires et civils du ministère des Armées, déployons aujourd'hui, individuellement et collectivement, pour continuer d'assurer dans la durée la protection de la France et des Français. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces interventions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'en ai une petite. Comment se décompose l'énergie consommée au ministère des Armées? Alors, je vous ai cité en introduction qu'on était à 10,8 TWh de consommation d'énergie, et c'est principalement lié aux énergies de mobilité, donc à l'usage des carburants dans l'ensemble de nos équipements, l'infrastructure représentant une part beaucoup plus faible de la consommation d'énergie. Merci beaucoup. On peut parler même de la répartition. On peut parler de la répartition entre les armées. Le plus gros consommateur d'énergie, enfin de carburant, en fait, des armées est en premier lieu l'armée de l'air. Ça se comprend aisément. Ensuite vient avec environ 50% des carburants consommés. Ensuite vient la marine, qui aussi fait preuve de mobilité à travers toute la planète, avec environ 30%. Et puis après, l'armée de terre avec 5% et d'autres, et nos alliés avec environ 5% aussi. Merci. On voit en Ukraine que les sites énergétiques sont devenus des cibles. Comment est-ce que c'est pris en compte? Comment est-ce que cette nouvelle réalité du champ de bataille est prise en compte, justement? Alors c'est indéniable, hein. Il suffit de regarder les actualités, de rechercher sur Internet les actualités quotidiennes. Quotidiennement, à la fois la Russie et l'Ukraine frappent des installations énergétiques, qu'elles soient carburant, électricité, gazière. Dans ce contexte, l'armée française ne peut pas faire l'économie de prendre en compte cette réalité. Et donc nous sommes en train de développer, c'est quelque chose qui a démarré maintenant il y a quelques années, le concept de la lutte énergétique. Donc il s'agit vraiment de prendre le sujet de l'énergie comme un nouveau champ dans lequel des conflits se développent. On peut dire on est axé dans l'avenir sur trois grandes fonctions. La fonction renseignement énergétique. On ne fait rien sans connaître la réalité de l'environnement et de l'écosystème énergétique, opérationnel ou même industriel. Ensuite, la lutte énergétique défensive, c'est ce qu'on faisait depuis très longtemps, puisque l'ambition, c'est de rester résilient, quels que soient les chocs qu'on subit, continuer à avoir accès au carburant dont les armées ont besoin, l'électricité dont les armées ont besoin. Et puis enfin, une approche sur la lutte énergétique offensive, puisque c'est quelque chose aussi, c'est un facteur, un levier d'action, on va dire, un levier de puissance qui vient appuyer les actions opérationnelles des armées. Donc cette lutte opérationnelle offensive ne peut pas être menée sans prendre en considération tous les effets du haut engendrés par éventuellement ces actions. Merci beaucoup pour ces réponses. Avez-vous des questions éventuellement en audio? Oui, Madame la déléguée, on a une question de Madame Aude Leroy en audioconf. Donc bonjour, quelle est la doctrine de lutte offensive opérationnelle concrètement? Qui la définit? Qui en est responsable aujourd'hui? Alors, je n'ai pas parlé de doctrine de la lutte énergétique offensive, j'ai parlé de concept, puisque c'est encore à l'état de concept. Ça n'a pas du tout été encore validé au niveau de l'état-major des armées ou
des instances chargées de la stratégie. Donc c'est des choses sur lesquelles on réfléchit actuellement. On se doit d'anticiper ce phénomène. Toujours de la part de Madame Aude-Leroy, elle aimerait savoir, dans ce cas, où est-ce qu'on en est et quand est-ce que doit l'état-major valider ce concept? Y a-t-il un calendrier de prévu? Non, je reviens à ma première réponse sur le concept. Là, il n'y a pas de calendrier d'échéancier prévu. Et puis, à cette heure-ci, je ne suis pas certain que les résultats de ces études seront diffusables au public. Merci beaucoup pour ces éléments. Et nous allons maintenant passer donc au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Vernet. Merci Madame la Directrice. Et si je puis me permettre une incise à ce sujet, donc en fait la réduction de l'empreinte carbone des armées, c'est quelque chose qui est en fait dans l'ADN des opérations. En fait, la frugalité, moins on consomme d'énergie et plus on va avoir de marge de manœuvre pour nos opérations. Donc un avion qui consomme moins, c'est un avion qui va avoir, pour lequel le pilote est formé à moins consommer de carburant, il aura plus de charges offertes dans son aéronef. Donc ça fait vraiment partie de la culture opérationnelle. C'est la même chose. Si on a besoin de moins d'énergie sur un site, l'empreinte au sol de site va être moins grande. Il y aura moins de citernes, il y aura moins de logistique associée, etc. Donc en fait, c'est d'abord une finalité opérationnelle qui appuie aussi la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà, c'est tout pour cette petite incise pour la partie OPS. Et j'ouvre ce tour d'horizon des opérations par l'Europe, où la France contribue activement à la posture défensive sur le flanc oriental de l'Alliance aux côtés de ses partenaires. Nous commençons en Estonie où débute cette semaine la deuxième édition de l'exercice PICNE. Cet exercice interallié se déroule du 18 septembre au 2 octobre et vise à démontrer l'interopérabilité des forces de l'OTAN et leur capacité à se déployer en temps contraint en Estonie. Aux côtés de militaires estoniens, britanniques et américains, la partie française engage un sous-groupement tactique interarmes, une compagnie d'infanterie légère ainsi qu'un sous-groupement aéromobile composé d'hélicoptères de combat et de manœuvre. Cette édition souligne en particulier la capacité des armées françaises à projeter des forces aéroterrestres rapidement et efficacement sur de longues distances. Cet exercice démontre l'engagement continu de la France aux côtés de ses alliés et sa contribution à la posture défensive du flanc est de l'Europe. On passe maintenant à la Roumanie où s'est déroulé l'exercice Red Devil 2 sur le camp de Cincu. Les forces participantes ont conduit des manœuvres interarmes offensives et défensives, comprenant des tirs de chars de bataille et de véhicules blindés de combat d'infanterie, les fameux VBCI. Une séquence dynamique de combat d'infanterie a également permis de combiner l'emploi de missiles anti-chars et de moyens du génie. Parallèlement, l'exercice Eagle Strike a mis en action des éléments d'artillerie et d'infanterie lors de séquences de tirs conjointes réunissant mortiers, systèmes de défense solaire et lance-roquettes de différents alliés. Enfin, à Foxani, l'exercice Eagle Eye a réuni l'infanterie belge et espagnole, renforcée de sections roumaines et portugaises, et a permis d'approfondir les procédures de combat interalliés à travers des exercices de reconnaissance, d'appui et d'assaut en zone montagneuse. Ces exercices engageant des moyens du haut du spectre illustrent le haut niveau de préparation opérationnelle et l'interopérabilité des forces alliées engagées au sein du Forward Land Forces Battle Group, le FLFBG. En Roumanie, toujours, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 est déployé sur la base de Constanta pour mener des missions de surveillance maritime. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la participation de la France au dispositif de renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'OTAN sur son flanc est. En étroite coordination avec nos partenaires de l'OTAN, les armées françaises conduisent des missions de surveillance au-dessus des eaux territoriales roumaines et bulgares. Ces opérations visent à garantir la sûreté maritime et à renforcer la sécurité dans la région. Ce déploiement témoigne de l'engagement de la France aux côtés de ses alliés pour maintenir la stabilité et la sécurité en Europe de l'Est. On passe à la Pologne, où un détachement de Rafale opère dans le cadre de l'opération de l'OTAN Eastern Sentry. Depuis le 10 septembre, les avions ont effectué un total de 8 missions, ce qui représente 16 sorties aériennes. Ces missions sont menées en étroite collaboration avec les forces de l'Alliance, notamment aux côtés de chasseurs espagnols, hongrois et néerlandais.
Conformément à la procédure prévue en cas de pénétration irrégulière dans l'espace aérien de l'Alliance, la France, en tant qu'allié, fournit une réponse adaptée et graduée selon le niveau de menace. Entraînées et éprouvées au sein des missions d'air shielding, les armées françaises ont pu déployer ce dispositif sur très court préavis, ce qui atteste de la réactivité de l'OTAN et des armées françaises. J'ajoute que les détachements se déroulent sur la base de l'alternance entre nations, ce qui permet un meilleur partage du fardeau entre chaque allié. Nous continuons en Pologne, où la France contribue au renforcement des capacités des forces armées ukrainiennes à travers son engagement en soutien à la mission européenne d'assistance militaire EUMAM. Cette semaine, les formations au profit des chefs de groupe de combat d'infanterie se poursuivent en complément des instructions au combat en zone urbaine, à la reconnaissance et au combat corps à corps. En parallèle, dans le domaine du génie, un stage vise à qualifier les techniciens spécialisés dans la destruction d'explosifs ainsi qu'au déminage. Ces formations de pointe adaptées aux besoins exprimés par le partenaire illustrent le soutien résolu des forces armées françaises envers les forces armées ukrainiennes. On se dirige maintenant vers la Baltique, où un chasseur de mines tripartite est déployé dans le cadre de l'opération Baltic Sentry. Intégré au sein du groupe de garde des mines de l'OTAN, ce chasseur de mines contribue à la présence permanente de l'Alliance en Baltique, ainsi qu'à la sûreté des infrastructures sous-marines critiques et stratégiques. On passe au Groenland, où le bâtiment de soutien d'assistance métropolitain Garonne poursuit son déploiement en Atlantique Nord. Depuis le 14 septembre, la Garonne participe à l'exercice interallié Arctic Light, qui est conduit par le Joint Arctic Command. Ce sont des forces armées danoises aux côtés de bâtiments danois. Dans ce cadre, la Garonne est engagée dans les opérations de remorquage en zone arctique, de mise en œuvre de moyens de pollution et de manœuvres d'évolution et d'abordage. Cet exercice multidomaine et multimilieu est réalisé dans les conditions exigeantes et Arctic Light éprouve donc le haut niveau d'interopérabilité des armées danoises et françaises. On s'intéresse maintenant au Proche et au Moyen-Orient, où les armées françaises déploient un dispositif adaptable et réactif afin de participer au maintien de la sécurité et de la sûreté régionale. Commençons par la Méditerranée orientale, où la France assure une présence navale aérienne constante. Les armées françaises y agissent dans le cadre des opérations de l'OTAN comme de l'Union européenne ou en coordination avec leurs partenaires stratégiques. Au large de Chypre, une frégate de la Marine nationale participe cette semaine à la 6e édition de l'exercice quadripartite Eunomia, aux côtés des marines grecques, italiennes et chypriotes. Du 12 au 18 septembre, différentes manœuvres aéromaritimes sont menées en complément d'entraînement cyber et d'exercices de recherche et de sauvetage. Cet exercice est la traduction de l'initiative quadripartite formée par la France, Chypre, la Grèce et l'Italie en 2020. Elle vise à démontrer l'engagement collectif de ces 4 pays en faveur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du droit international, de la liberté de la navigation et de la stabilité régionale en Méditerranée orientale. On passe maintenant au Liban, où la Force Commander Reserve de la FINUL poursuit ses actions au profit de la population civile. Alors, le 11 septembre, les militaires français ont livré des équipements neufs à l'hôpital public de Bint Jbeil afin d'améliorer la prise en charge médicale des habitants de la région. En parallèle, les militaires français de la FCR poursuivent les formations au profit des forces armées libanaises. Cette semaine, donc, s'est achevée la formation au combat d'infanterie de 2 sections des FAL. Par ailleurs, des stages spécialisés de sauvetage au combat, en combat du génie, en combat en zone urbaine et en tir de précision ont débuté cette semaine. Ces initiatives illustrent concrètement l'engagement de la FCR en appui des FAL pour la stabilité et la sécurité des populations civiles au sud Liban. On passe maintenant du côté de l'Irak avec l'exercice aérien franco-irakien Ababil 2 qui a débuté le 13 septembre sur la base aérienne de Balad. La participation française à l'exercice comprend 3 Rafales et un A400M de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi qu'une 50aine de militaires français. Donc, au travers de vols conjoints, les 2 armées développent leur interopérabilité. Ababil 2 permet en outre un partage des savoir-faire entre les contrôleurs de défense aérienne des 2 armées. Cet exercice témoigne de la dynamique de la coopération militaire bilatérale dans le domaine aérien entre l'Irak et la France. En parallèle de tout ça, les Rafales de la base aérienne projetée au Levant ont continué d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone. La semaine dernière, elles ont réalisé des missions de Partner Nation Integration en coordination avec un contrôleur aérien irakien. Ces vols permettent un échange privilégié de procédures tactiques entre les forces françaises et les forces irakiennes à travers des exercices conjoints. Toujours dans la zone du Proche et du Moyen-Orient, les forces françaises poursuivent leur mission d'appréciation de situation.
À Bahreïn, du 8 au 11 septembre, une frégate française a conduit un exercice rassemblant des plongeurs français et des plongeurs des forces spéciales bahreïnies. Le bâtiment a ensuite mené des exercices à la mer avec un patrouilleur du Royaume. Ces activités de coopération permettent un renforcement des liens entre la France et le Royaume de Bahreïn. Au Qatar, le 14 septembre, cette même frégate a ensuite mené un entraînement conjoint avec une corvette qatarienne. Ces interactions illustrent la solidarité stratégique qui unit les armées françaises et les armées qatariennes dans une période d'instabilité marquée. Dans la Corne de l'Afrique, la France poursuit son engagement aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de défense bilatéral qui lie les deux pays. Ainsi, du 7 au 14 septembre, les Mirage 2000-5 et les Mirage 2000D des forces françaises de Djibouti ont effectué une dizaine de sorties aériennes. Ce sont des vols qui contribuent pleinement à la défense de l'espace aérien djiboutien et qui permettent le maintien en condition opérationnelle des équipages. On se dirige maintenant vers l'Indo-Pacifique où les armées françaises s'engagent pour la sécurité et la stabilité régionale. Tout d'abord, en Nouvelle-Calédonie, le 11 septembre, s'est clôturé l'exercice bilatéral Brunette-Akamori, qui a donné lieu à 10 jours d'entraînement conjoint entre les forces armées en Nouvelle-Calédonie et le Japan Ground Self-Defense Force. Cette troisième édition a rassemblé près de 400 militaires, dont 120 japonais, engagés dans des manœuvres terrestres, maritimes et aériennes de haut niveau. Elle illustre la montée en puissance de la coopération stratégique entre la France et le Japon dans l'espace Indo-Pacifique. Cette dernière se fonde sur l'interopérabilité, la crédibilité opérationnelle ainsi qu'un engagement commun en faveur d'un environnement régional libre, stable et ouvert. On se tourne à présent vers les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Tout d'abord, à Madagascar, un groupe d'intervention de la cellule de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des explosifs, donc NEDEX, a été déployé du 1er au 12 septembre. Il a accompagné les stagiaires en formation d'artificiers dans la destruction des munitions. En parallèle, donc du 8 au 18 septembre, un détachement des Fazoï a conduit une instruction opérationnelle, donc un DIO, au profit du 2e bataillon d'infanterie de marine malgache. Cette instruction incluait du tir, du secourisme au combat et des techniques amphibies. Elle a permis aux stagiaires d'acquérir les compétences nécessaires pour mener des inspections à la mer sur différents types de navires. Ces actions de partenariat militaire permettent le renforcement des capacités opérationnelles du partenaire malgache au profit de la sécurité régionale. Nous terminons ce tour d'horizon au Brésil, où un patrouilleur anti-Guyane est déployé dans les eaux intérieures brésiliennes. Dans le cadre des accords bilatéraux entre la France et le Brésil, ce patrouilleur des forces armées en Guyane se réalise des patrouilles à travers les chenaux, les rivières et les fleuves, dont le fleuve Amazon. Ce déploiement renforce le partenariat avec le Brésil, valorise la présence de la France dans la région et renforce les capacités opérationnelles de l'équipage à la navigation fluviale. En forêt, la lutte contre l'orpaillage illégal continue. Des patrouilles sont menées conjointement par les forces armées en Guyane et les forces de sécurité intérieure depuis plusieurs postes avancés afin de couvrir les zones sensibles et empêcher la réinstallation des orpailleurs. Et ceci conclut mon intervention. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Le point presse sera donc prévu le jeudi 25 septembre, exceptionnellement à 15h30. Donc je vous prie de bien vouloir enregistrer ce nouvel horaire juste pour la semaine du 25 septembre. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à toutes et à tous.